Au large de l'Angola, une gigantesque plateforme pétrolière. À terre, un pays ruiné par la guerre civile. Ce sont de telles installations qui nous fournissent du pétrole, à nous, occidentaux. Et c'est dans ce genre de baraques que vivent les Angolais. L'Angola est un pays riche. Les Angolais sont un peuple pauvre. À 40 km des côtes angolaises, des plateformes pétrolières sont installées en pleine mer. Depuis plus de 20 ans, elles vont puiser le pétrole au fond de l'Atlantique. Tout le pétrole angolais est extrait au large des côtes du pays. L'Angola est, après le Nigeria, le deuxième producteur de pétrole d'Afrique noire. Ses réserves seraient plus importantes que celles du Koweït. Les compagnies pétrolières occidentales rivalisent avec les Chinois et les Indiens pour obtenir les licences d'exploitation. Depuis juillet 2005, ces plateformes sont la propriété de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol. Auparavant, elles appartenaient à la société française Total, qui les avait construites en 1985. On peut y extraire du pétrole pendant encore 10 ans. Ici, on extrait chaque jour du fond marin 60 000 barils de pétrole. Un baril équivalent à 159 litres, ce sont près de 10 millions de litres qui sont produits quotidiennement. Les Angolais ont donné des noms d'animaux aux monstres métalliques. C'est ainsi que les hommes travaillent sur des plateformes antilopes ou buffles. D'autres, cependant, portent de mystérieuses abréviations. Pour le moment, nous produisons du pétrole à partir de la plateforme PACFUR, à laquelle sont rattachées 4 autres plateformes, des satellites comme on les appelle. PAC-F3, Buffle, PAC-F2 et PAC-F4. Ensuite, nous envoyons le pétrole aux plateformes Palanca et Kobe. Les immenses réservoirs de stockage de Sonangol dans le port de Luanda, la capitale angolaise. La promenade, aménagée à l'époque où le pays était encore une colonie portugaise. La Banque nationale, construite il y a plusieurs dizaines d'années par les Portugais. Tout cela est bien loin du monde de Marcia Dominguez. À 8h du matin, Marcia Dominguez prend un taxi collectif qui, pour l'équivalent de 10 centimes d'euros, l'emmène dans le centre-ville de Luanda. La jeune femme a 20 ans et est mère de 2 enfants. Elle vient du sud de l'Angola. À 14 ans, elle a arrêté l'école. Les vendeuses des rues comme elle travaillent illégalement à Luanda. Des femmes montrées du doigt et chassées par la police. La concurrence est rude. Chaque rue a son contingent de vendeuses, chacune veillant scrupuleusement à ce qu'il soit respecté. Marcia travaille à proximité d'une grande compagnie pétrolière occidentale. Quand elle arrive à gagner 6 euros par jour avec les boissons qu'elle a achetées au supermarché, elle s'estime heureuse. Elle a le temps de rêver. Je vais retourner à l'école, avoir un bon travail, avancer dans la vie, subvenir aux besoins de mes enfants, pouvoir leur payer des études. Un rêve peu probable. L'Angola est un pays plein de contrastes. Un pays pauvre, ravagé par près de 30 ans de guerre civile, mais pourtant riche. L'Angola fournit un quart de l'approvisionnement pétrolier des États-Unis. La tour de la compagnie pétrolière française Total. Ici, on mesure bien le potentiel que représente le pétrole dans ce pays. Il y a seulement 2 ans, l'Angola atteignait le seuil de 1 million de barils jour. D'ici 2 ou 3 ans, l'Angola atteindra le seuil de 2 millions de barils jour, ce qui est
tout à fait significatif. Et à cette époque, l'Angola représentera à peu près le tiers de la production de pétrole subsaharienne. Donc l'Angola est effectivement un acteur majeur et surtout un acteur qui monte. À l'instar des autres compagnies pétrolières, Total verse à l'État angolais plusieurs millions d'euros pour obtenir les droits de forage. Des contrats parfaitement légaux, mais dont les détails ne sont pas rendus publics. Voici le fleuron des Français, la plateforme Girasol, tournesol en français. Dans ce secteur, les plateformes portent des noms de fleurs. Cette installation, située à 150 km de la côte, est aussi grande que 3 terrains de football. Tous les 4 jours, elle reçoit la visite d'un supertanker. Aujourd'hui, c'est le Golden Energy qui livrera sa cargaison à Philadelphie, aux États-Unis. De la salle de contrôle, les hommes surveillent une zone immense. Alors je confirme 08 le prochain je l'ai pas compris. Tu répètes? Ali Zotani est contremaître. Il vient du nord de l'Angola. Là-bas, beaucoup parlent le français. La région jouxte la République démocratique du Congo. Sur le Girasol, la langue de travail est le français. Une vie quelque peu insolite, même si Ali Zotani voit ça tout autrement. Pour faire court, je dirais que la vie ici est tout à fait normale. On vit tous ensemble, Européens, Africains et Asiatiques. On travaille par roulement. Pour certains, c'est 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. Pour d'autres, c'est 1 mois à bord, 1 mois à la maison. Le Girasol constitue le cœur d'un gigantesque champ pétrolifère. 2 pipelines en partent, l'un de 10 km, l'autre de 18, chacun dans une direction opposée. Des conduites entièrement sous-marines. Une plateforme d'approvisionnement est temporairement arrimée à la structure. Elle prépare l'arrivée d'une seconde installation de forage de la même taille que le Girasol. 16 ancres géantes maintiennent le Girasol au fond de la mer. Ici, le fond marin est à 1500 mètres de la surface. Seuls des robots peuvent travailler à une telle profondeur. Les plongeurs n'opèrent qu'en eau peu profonde. Ici, l'une des gigantesques ancres en surface, juste avant qu'elle rejoigne le fond marin. Le Girasol n'est pas à proprement parler une plateforme classique, mais plutôt une immense structure flottante qui pèse plusieurs millions de tonnes. C'est l'installation la plus moderne de Total. Ici, le pétrole n'est visible qu'en laboratoire. Du pétrole qui fait battre le cœur des producteurs. Sa qualité est telle qu'il ne nécessite qu'un traitement minime. Une matière première qui n'est pas présente sous la forme d'une nappe sous-marine continue, mais d'une multitude de poches de pétrole séparées les unes des autres, que l'on appelle des puits. Ici, nous contrôlons régulièrement la qualité de chacun des puits. Selon la qualité, la durée d'exploitation sera plus ou moins longue. Une fois que nous avons déterminé la qualité du pétrole, nous savons pendant combien de temps nous allons pouvoir exploiter le puits. La terre ferme est à 1 heure d'hélicoptère. Philippe Dorien est responsable du champ pétrolifère, en tout cas pour 1 mois. Comme les autres, il travaille en alternance avec un collègue. L'homme dirige une équipe de 160 personnes composée exclusivement d'hommes. Ok. Bon, on verra ça dimanche. C'est en 1996 qu'on a découvert du pétrole dans cette zone. Cette structure est arrivée en 2001 et l'installation a véritablement commencé à produire des hydrocarbures le 4 décembre 2001. Et nous sommes ici en principe pour encore 15 à 20 ans. Les réserves s'élèvent à plusieurs millions de barils. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons produit 500 millions de barils en 4 ans, ce qui est énorme. Notre rythme de production est très soutenu. Une installation qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Montant des investissements, 2,4 milliards d'euros. Chaque jour, on extrait 200 000 barils de pétrole de la mer, soit près de 32 millions de litres.
Sur son site internet, Total fait part de sa grande satisfaction quant aux perspectives économiques. Les Français sont présents depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, ils doivent faire face à une concurrence de plus en plus acharnée, notamment de la part de la Chine qui est partie à l'assaut du marché. L'Afrique, je crois, est une terre qui est aujourd'hui recherchée par beaucoup de sociétés, pas seulement les Chinois. Je crois aussi les sociétés américaines cherchent aussi à diversifier leurs approvisionnements et l'Afrique est un territoire de diversification, je crois, pour tout le monde. Total réalise déjà un tiers de sa production pétrolière sur le continent africain, une proportion qui est amenée à augmenter. L'Angola présente de nombreux avantages pour les Occidentaux. Une production offshore, gage de tranquillité, l'absence de menaces terroristes ainsi qu'un gouvernement conciliant. L'essor économique du pays a des répercussions sur Luanda, la capitale. La circulation automobile est menacée chaque jour un peu plus de paralysie. Les immeubles sortent de terre comme des champignons. Celui-ci abritera le nouveau siège de la police de Luanda. Un emplacement optimal au bord du rivage. Et voici le nouveau quartier général de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, juste à côté de l'ancien siège. Au milieu de ce chantier, des bâtiments laissés à l'abandon, vestiges de la guerre civile. À quelques kilomètres du centre-ville, sur une presqu'île, un bidonville qui porte le curieux nom de Panorama. Les blocs de béton au premier plan font office de toilette. C'est dans cette cabane en tôle que vit Marcia Dominguez, notre vendeuse de rue, avec sa famille. Voici Bernardo, son mari, surnommé Forte, le costaud. Avec ses 6 € par jour, quand les affaires sont bonnes, Marcia est la personne qui rapporte le plus d'argent à la maison. Il arrive à Bernardo d'emmener sur son bateau de riches Angolais jusqu'à la boîte de nuit voisine, mais c'est un gagne-pain occasionnel. Forte en est piqué au vif. Il n'aspire qu'à décrocher un emploi stable. Si seulement je pouvais trouver un travail, ça changerait ma vie. Je veux partir d'ici. J'en peux plus des rats et de la puanteur qu'il y a dehors. Ce sont les femmes de pêcheurs. Elles posent leurs poissons par terre. Ce qu'il me faudrait, c'est un travail pour pouvoir partir d'ici. Ce serait bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Les petits poissons argentés sont posés à même le sol, juste à côté des ordures. L'eau que ces femmes utilisent se passe de tout commentaire. À l'arrière-plan, le port grouillant d'activité de Luanda. Ici, plus près de nous, des vies qui s'étirent. Certains ne connaissent presque rien de leur pays. La cliente de la coiffeuse ne sait pas qu'Eduardo dos Santos, le président socialiste acquis désormais au capitalisme, est en poste depuis 27 ans. Quant à la guerre civile, elle semble ignorer qu'elle est finie depuis 4 ans. J'avais pas l'intention de rester ici, mais je pouvais pas retourner dans ma province parce que il y avait la guerre là-bas. Je pense que j'y retournerai quand le calme sera revenu. Quand la guerre s'arrêtera, je retournerai là-bas. Mais je sais pas quand elle finira. Selon Transparency International, une organisation qui combat la corruption dans le monde, l'Angola serait l'un des pays les plus corrompus de la planète. Bernardo, qui cherche à se tenir informé, en a entendu parler. On lit tout le temps dans les journaux que l'Angola est un pays riche, qui a du pétrole et d'autres choses. Mais à nous, ça ne rapporte rien. Ils nous ont promis une maison, mais on ne voit rien venir. C'est dur de sortir du bidonville. Il n'y a pas longtemps, ça a brûlé de l'autre côté. Une cabane a été complètement détruite. Et au lieu de donner aux gens une nouvelle cabane, voire une maison, on les a relogés dans une tente.
Et tout laisse à penser que les choses ne sont pas près de changer pour les habitants de la cabane numéro 528 du bidonville Panorama. Si Dieu le veut, je pourrais reprendre un jour ma scolarité. Enfin, je sais pas. Qui sait? Peut-être même que je trouverai un travail et que je pourrais subvenir aux besoins de notre famille. Sur les 15 millions d'habitants du pays, un quart vit désormais à Luanda, une population chassée de chez elle par la misère. Derrière cette porte anodine se trouve l'une des rares organisations qui osent critiquer la situation scandaleuse en Angola. Au péril de sa vie, Francisco Tunga dénonce la corruption qui ravage son pays. Quand il a le tort d'être trop véhément, des commandos de casseurs sont envoyés sous ses fenêtres. Pourtant, il continue inlassablement de réclamer une société plus juste. Je voudrais une société civile indépendante. Pour tous ceux qui ne disposent pas de l'électricité, qui n'ont pas les moyens d'acheter un groupe électrogène, qui n'ont pas l'eau, pas de route pour aller jusqu'à leur village. C'est pour ces gens-là que je parle. Ces gens-là représentent la majorité des Angolais, des gens pauvres. Ce pays, l'un des plus riches pays du continent africain, a l'une des populations les plus pauvres. L'Angola possède également l'une des élites économiques les plus restreintes, mais aussi l'une des plus riches du monde. Richard Corsino travaille pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, car l'Angola continue à bénéficier de l'aide alimentaire internationale. Pour mener à bien son travail, cet Américain a besoin du soutien du gouvernement. C'est pourquoi il n'aime guère évoquer la corruption qui sévit dans le pays. Je ne peux pas vraiment vous dire comment le gouvernement répartit l'argent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'est montré, je dirais, de plus en plus généreux à l'égard d'agences telles que la mienne. Par exemple, en 2004 et 2005, nous avons mis en place un programme de 2 ans destiné principalement à aider les populations déplacées des zones rurales à se réinstaller. Le gouvernement angolais a accepté de verser une contribution de 7,5 millions de dollars, plus une contribution en nature d'un montant total de 15 millions sous forme notamment de bons d'essence. Dans les campagnes, le fossé entre riches et pauvres est particulièrement flagrant. Le village de Xingu, dans la province de Quito, au centre du pays. Des centaines de villageois sont venus ici pour recevoir une aide alimentaire. Du maïs offert par l'Union européenne et de l'huile de tournesol en provenance des États-Unis. En Angola, l'espérance de vie moyenne d'un homme est de 39 ans, celle d'une femme de 42 ans. Pendant la guerre, ces gens sont venus se réfugier à Xingu. Ici, ils étaient un tant soit peu à l'abri des combats, nous confie l'ancien du village, Dinis Nungulo. Depuis 1 an, ils sont retournés chez eux. Il y a longtemps, à l'époque où il y avait la guerre, ces gens sont venus chez nous, à Xingu. Aujourd'hui, ils sont retournés chez eux, dans leur petit village. Mais ils n'ont ni engrais ni semences. C'est pourquoi ils ont besoin d'aide. Les Nations Unies et l'Union européenne ne sont pas les seuls à aider. De nombreuses compagnies pétrolières occidentales ont mis en place des programmes destinés à soutenir la population angolaise. Voici le chef-lieu de la province de Quito. Pendant la guerre civile qui a duré presque 30 ans, c'était un fief des rebelles, politiquement orienté à droite. Les façades portent encore les impacts de balles.
Rien n'a changé depuis la fin de la guerre, il y a 4 ans. Une guerre que les rebelles ont perdue. L'hôpital public, la salle où l'on soigne le paludisme. Un modeste hôpital vaut mieux que pas d'hôpital du tout. Autrefois, ces enfants n'auraient eu aucune chance. À présent que la paix est revenue, les habitants ont accès aux soins médicaux. Federico Samoma est médecin, il travaille pour la santé publique. L'homme de 44 ans sait bien que la plupart des parents ignorent de quoi souffrent leurs enfants. Dans la province fortement peuplée de Quito, le taux d'analphabétisme est élevé. Pourtant, des progrès ont été accomplis. En ce qui concerne le paludisme, si l'on compare la situation actuelle avec celle d'il y a quelques années, on peut dire qu'il y a eu des progrès. Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de lutte contre la maladie, ce qui n'était pas le cas auparavant. À l'heure actuelle, nous pouvons aller dans les villages et nous sommes à même d'enrayer la propagation de la maladie, ainsi que le taux de mortalité. La salle réservée aux tuberculeux. La tuberculose ici, cela signifie souvent le sida, une maladie que les personnes infectées ont du mal à avouer. L'Angola a longtemps compté 4% de malades parmi sa population, un taux relativement faible. La guerre a empêché sa propagation. Mais à présent, les Angolais peuvent se déplacer. Conséquence, le sida se répand. Mieke Steusens est originaire de Belgique. La jeune femme de 34 ans travaille à l'hôpital de Quito pour l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Il faut veiller à ce que les malades prennent bien leurs médicaments. Sans surveillance médicale, il n'est pas garanti qu'ils le fassent. Médecins sans frontières a prévu de se retirer de l'hôpital à la fin 2006. L'Angola ne sera alors plus considéré comme un pays en situation d'urgence. Je pense que la situation à Quito s'améliore. Mais nous n'avons pas encore pu intervenir dans tous les villages. Nous faisons face à un afflux massif de patients qui viennent d'endroits isolés et sans accès à l'hôpital jusqu'alors. On est en train d'ouvrir ce genre de lieux car les routes sont déminées à présent. Nous pouvons aller chez eux et ils peuvent venir ici plus rapidement. Il y a davantage de moyens de transport. Il n'empêche que les cas de tuberculose sont encore nombreux en Angola. Selon moi, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, mais l'accès aux soins est facilité et c'est une bonne chose. Aux yeux de la communauté internationale, l'Angola n'est plus un pays en situation d'urgence, mais un problème structurel que les Angolais peuvent eux-mêmes résoudre. Au sud de Luanda, en bordure de la capitale, vivent ceux qui profitent de la richesse générée par le pétrole. Des nantis qui préfèrent éviter les caméras et ne sont guère enclins à s'expliquer sur les soupçons pesant sur eux. Au total, 5 milliards de pétrodollars auraient rejoint les comptes privés de membres du gouvernement. Même le ministère des Finances, installé dans un bâtiment construit par les Chinois, ne veut donner aucune information sur ce sujet. Seuls ceux qui critiquent le régime acceptent de s'exprimer. Ce qui nous ronge, c'est d'avoir un gouvernement corrompu. Il est de notoriété publique que le gouvernement détourne de l'argent. Mais il refuse toute collaboration qui permettrait de redorer son blason. J'aimerais pouvoir dire que tout ce qu'affirment les organisations internationales n'est que médisance. Et j'aimerais pouvoir dire que ce gouvernement est le porte-parole de la voix du peuple. Mais en réalité, c'est nous la voix du peuple. Le peuple, lui, n'a pas le droit à la parole. Les États-Unis, surtout, se sont lancés dans une course contre la Chine pour rafler le pétrole angolais. Les donations ne veulent plus être tributaires des pays arabes. Sans compter que les besoins de la Chine augmentent sans cesse. C'est pour remporter la mise que des entreprises occidentales et chinoises construisent ces tours. Curieusement, les Angolais ne demandent guère à leur gouvernement de répondre de son comportement. Ce qui compte, c'est la survie économique. Sans oublier que la guerre civile a ancré durablement la peur dans le cœur des gens. 1 litre d'essence coûte l'équivalent d'1 euro. Inabordable pour la majorité des gens quand on sait que le salaire mensuel moyen est de 80 euros. Moi, je sais pas, mais certains disent que l'Angola a l'essence la moins chère de tous les pays producteurs de pétrole.
Mais la vérité, c'est que ça fait mal au portefeuille. Principaux touchés, tous ceux qui ont besoin d'un véhicule pour travailler. Évidemment que c'est difficile pour la population. Si les tarifs du taxi devaient encore augmenter, il faudrait que tout le monde se fasse entendre. Un pays riche, un peuple pauvre. Que des gens s'enrichissent, je veux bien. Mais l'essence ne devrait coûter que la moitié de son prix actuel. Et il ne faudrait pas l'exporter. Dimanche, sur la presqu'île de Luanda. C'est ici que les nantis viennent durant le week-end, à quelques pas seulement du bidonville de Marcia et de Bernardo. Ces riches, Angolais et employés étrangers des compagnies pétrolières préfèrent ne pas parler de ces choses-là. On peut les comprendre. D'une certaine façon, l'Angola est un pays touché par la mondialisation comme un autre. Selon la Banque mondiale, représentée également en Angola par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, on aurait tort de se montrer trop sévère avec le gouvernement. Le gouvernement angolais ne diffuse pas suffisamment les progrès, ne fait pas connaître suffisamment les progrès sur lesquels il travaille et les actions sur lesquelles il travaille. Parce que il y a deux choses en fait. Il y a d'une part le résultat lui-même qui évidemment est essentiel, mais il y a aussi la volonté politique de faire. Et le fait de travailler sérieusement sur tous ces problèmes démontre une réelle volonté politique dont je crois l'Angola aujourd'hui ne bénéficie pas en termes d'image. Sur la plage du bidonville abusivement baptisé Panorama, les gens attendent que leur cabane soit rasée. L'Angola fait des progrès, du moins sur le plan économique. Ici, un restaurant devrait bientôt voir le jour. Les habitants devront alors se reloger dans un nouveau bidonville. Bernardo, le costaud, a 23 ans. À l'âge de 18 ans, en pleine guerre civile, il a été enrôlé dans l'armée du gouvernement. « Quand j'étais soldat, je vivais mieux », nous confie-t-il. Ceux-là ont des papiers d'identité, ce qui ne va pas de soi en Angola. Ils pourraient donc voter, si tant est que des élections soient organisées. Le gouvernement les avait promises pour 2006. Elles ont été reportées en 2007, mais rien n'est sûr. Le pouvoir affirme qu'il faut 1 an pour procéder à l'inscription sur les listes électorales. Bernardo trouve sa vie bien dure. Selon lui, le pays dissimule ses richesses aux habitants et leur ment. Lui et les siens devront attendre encore longtemps pour avoir une maison et mener une vie digne de ce nom sur cette plage curieusement baptisée Panorama.